C'est qui vous, les héros de votre vie? Alors ce matin, je me suis réveillée en me disant, dans mon journal de bord d'aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler des héros de ma vie. Alors préparez-vous, là c'est sûr que ça va être une vidéo très longue, forcément. Il y a des travaux dans la rue d'en face, donc j'espère que ça va pas trop perturber le son. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de mes héros. Alors j'ai essayé d'en garder que 5, parce que je me suis dit, après tout, j'ai parlé des 5 films de ma vie, des 5 livres, essayons de faire 5 héros. J'ai pas pu. J'ai pas pu parce que, très sincèrement, moi, des héros qui me sont chers, il y en a plus d'une centaine. Donc n'en garder que 5, j'y suis pas arrivée. Alors, j'ai pas gardé la centaine non plus, rassurez-vous. Mais j'ai gardé 4 garçons, 4 filles. Donc il y a 8 héros en tout, dont je vais vous parler là maintenant. Et j'ai fait la parité, quoi. Il y en a 4 de chaque, 4 chez les mecs et puis 4 chez les gonzesses. Alors aussi, ce que je vais faire, c'est donc je vais vous présenter ces héros, je vais vous dire pourquoi ils sont importants pour moi. Et puis, je vais aussi vous dire, au-delà de ma personne, c'est une petite allusion à la vidéo d'hier, au-delà de moi, je vais aussi vous dire ce que potentiellement, ben, vous pourriez trouver chez ces héros, chez ces personnages-là, et puis l'intérêt que ça pourrait avoir pour vous de voyager avec eux, le cas échéant, en quoi peut-être ils pourraient aussi vous inspirer, comme ils l'ont fait pour moi, puis comme ils l'ont fait pour des millions de personnes, parce que vous allez voir, c'est quand même des pointures, tous les personnages que je vais vous présenter. Il y en a des réels, puis il y en a des fictifs. C'est un peu mélangé. Et puis je me suis dit que je vais coupler, c'est-à-dire à chaque fois je vais vous faire un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Non pas qu'ils aient forcément un lien pour chaque duo, mais comme ça alterne, c'est plus marrant. Alors je commence tout de suite. Donc, premier héros que je vous présente, qui est très important pour moi, c'est Sacha Guitry. Sacha Guitry, c'est un peu comme tout ce que je vous ai exposé jusqu'à présent, c'est un auteur que j'ai découvert, pas dans ma prime enfance, mais enfin, j'avais pas encore 10 ans quand j'ai découvert les Betamax dans la vidéothèque de mon père. Et non seulement j'ai adoré les films, mais en plus, j'ai été complètement enchantée par cet homme, par sa voix, par le son de sa voix, et puis aussi par cette manière de manier les mots, par ce raffinement, par cette délicatesse. Ça m'a complètement enchantée, et je pense que ça m'a profondément impactée, et ce n'est certainement pas étranger, à la fois au choix de mon métier, à cette envie d'écrire à mon tour, et puis aussi peut-être à mon approche. Alors je n'oserais vraiment pas dire que j'écris aussi bien que Sacha Guitry, mais certainement dans mon amour des mots, dans mon amour de la langue, dans mon envie que vraiment mes phrases soient ciselées, qu'elles expriment le plus précisément possible mon idée, forcément Guitry m'a influencé. Et donc, je vous recommande Guitry si vous aimez les mots, si vous avez envie d'écrire, ça me semble incontournable de vous intéresser à l'œuvre de Sacha Guitry parce que, encore une fois, il pose une telle ambiance. Alors évidemment, c'est un peu désuet. Évidemment, il y a quelque chose d'un peu suranné chez Sacha Guitry, mais c'est une telle beauté de la langue, c'est une telle danse des mots que pour toute personne qui aime cette langue et qui aime la France aussi, parce que vraiment chez Guitry, il y a ça, il y a cette dimension-là, l'amour de la France, l'amour de la langue française, soit dit sans aucun chauvinisme, hein, évidemment, mais il y a vraiment cet amour pour son pays, pour sa langue et pour tout le patrimoine littéraire. Donc ça, Guitry, c'est formidable pour ça. On va chez les femmes. Donc chez les femmes, la première héroïne que je vous présente, c'est Marilyn. Oh, Marilyn. Marilyn. Alors Marilyn, j'avais 10 ans. Quand j'ai découvert Marilyn, enfin quand je l'ai découverte, c'est-à-dire que toutes ces stars-là, évidemment, j'en avais entendu parler, mais vraiment, le jour où je me suis intéressée à elle, donc j'avais 10 ans, et j'ai découvert à la télé, ça devait être cinéma de minuit ou je sais plus, ciné-club, j'ai découvert Les hommes préfèrent les blondes. Wow. Et là, pouf, je crois que j'ai découvert la beauté plastique avec Marilyn. Tout d'un coup, cette femme, cette blonde, ce corps splendide, onctueux, voluptueux, ça a été... J'ai tout d'un coup pris la féminité, enfin en tout cas une certaine forme de féminité, parce que des visages de la féminité, il y en a plein, mais une féminité très sensuelle, comme ça, je me suis pris ça dans la tête.
Et évidemment, ça m'a tellement marqué que je n'ai eu qu'une envie, c'était d'être aussi belle qu'elle et d'arriver à être aussi, oui, aussi belle. Alors, vous voyez, j'avais placé la barre très haut, hein. C'est difficile à atteindre quand même, Marilyn. Mais Marilyn, ce qu'elle m'a appris, c'est justement une certaine féminité, une certaine manière de se mouvoir, une certaine sensualité, et ça passe beaucoup par les gestes. Et d'ailleurs, on retrouvera ça tout à l'heure avec une autre héroïne blonde. Oh, devinez qui ça peut être. Oui, il y a vraiment chez Marilyn une manière de se mouvoir, une manière d'incarner le corps. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé chez Marilyn. Et puis aussi, évidemment, une certaine fragilité. Et ça, moi qui suis un peu une femme-enfant, ben forcément, il y a une résonance avec Marilyn, avec cet aspect de grande vulnérabilité chez cette actrice. Et donc, Marilyn, après, je sais pas si c'est pas un cadeau empoisonné, mais Marilyn, c'est vrai que je recommande à toutes les petites filles, à un moment, d'être mise en contact avec Marilyn, parce que Marilyn, elle apprend quand même. Et puis en plus, dans ce qu'elle disait, elle disait que son corps, c'était son meilleur ami. Et donc, je trouve que quand on côtoie Marilyn, eh ben, il y a ça, il y a cette dimension d'incarnation. Comment est-ce qu'on va être dans son corps? Comment est-ce qu'on va bouger son corps? Comment est-ce qu'on va le mettre en valeur Donc il y a vraiment tout ça chez Marilyn et elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagnée. Elle continue de le faire d'ailleurs. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur Marilyn. Ensuite, donc je repasse chez les messieurs. Ensuite, donc, je vous présente Cyrano. On a déjà parlé de Cyrano avec mes livres préférés, donc je ne vais pas trop m'étendre, parce que je vous ai déjà un peu raconté comment j'ai découvert Cyrano, pourquoi je l'adore. Parce que Cyrano, c'est le panache, c'est le beau geste, c'est la noblesse de l'âme, la noblesse du cœur. Il y a aussi l'amour des mots hein, chez Cyrano. Et donc Cyrano, je vous le recommande si de temps en temps vous avez... Cyrano, il est formidable quand on a besoin d'être vraiment au clair avec sa conscience, quand on a besoin de panache, quand on a besoin d'une colonne vertébrale qui vous tend comme ça, qui vous fait vous tenir droit et qui vous permet vraiment de porter votre plumée avec le maximum de lumière et de gloire. Cyrano, il est parfait pour ça. C'est ça qu'il apprend, Cyrano. Il apprend vraiment à pouvoir se regarder dans une glace, à pouvoir faire la chose qui s'impose de la plus belle des manières et de la plus empanachée des façons. Donc c'est à ça que c'est comme ça que Cyrano peut vous accompagner. Héroïne suivante, elle aussi on en a déjà parlé. C'est Scarlett. Mais oui, c'est Scarlett. Donc Scarlett, je vous ai déjà dit comment je l'avais découverte, donc quand j'étais jeune. Et moi, ce qui m'a tout de suite marqué dans ce personnage, c'est sa force. C'est vraiment sa force. Et je me souviens vraiment que pendant mon adolescence, Scarlett a été une source d'inspiration inaltérable. Parce que je manquais de confiance en moi, parce que j'étais très timide, parce que j'étais très complexée, et parce que j'avais des moments des fois de down, un peu bluesy, un peu déprimé, comme à l'adolescence. Et donc Scarlett, à chaque fois, je pensais à elle et je me disais, allons, de la force, lève le poing, repars, remets-toi en marche. Et Scarlett m'a vraiment enseigné ça, m'a vraiment enseigné la force de tempérament. Et à chaque fois que je sentais que j'étais sur le point de flancher, je pensais à Scarlett de toutes mes forces. J'essayais vraiment de me... Je trouve pas forcément le bon terme. C'est pas forcément de m'imprégner de ça. C'est vraiment comme si j'étais entrée en elle. Je baignais vraiment complètement dans son énergie. Et ça m'a apporté mais une force incroyable. Donc évidemment, Scarlett, pour moi, c'est ça. C'est le tempérament, la poigne, la force de caractère, la survivance aussi. Parce que finalement, elle est dans un monde qui va être complètement emporté par le vent et elle va réussir à survivre, vaille que vaille. Donc Scarlett, c'est une formidable compagne. Quand vous vous sentez faible, quand vous vous sentez démuni, quand vous vous sentez complètement emporté dans des bourrasques qui vous dépassent, Scarlett, c'est une très bonne compagne à ce moment-là pour vous aider à tenir dans la tempête, pour vous aider à tenir le gouvernail. Et elle est formidable pour ça. Ensuite, un héros très important, Disney.
bien entendu Walt Disney. Et c'est pas seulement parce que j'aime l'œuvre de Disney, que j'aime les courts-métrages, que j'aime les longs-métrages, que j'aime Disneyland, que j'aime finalement tout ce qu'il a fait. C'est pas seulement son œuvre que j'aime, c'est vraiment le bonhomme. Même si je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu sujettes à caution chez Disney, je trouve quand même que c'était un créateur hors pair. C'était, à mon sens, un des plus grands créateurs du XXe siècle. Et c'est cette dimension-là que moi j'adore. C'est aussi peut-être dans cette dimension-là que je me retrouve. Même si, hein, je vous dis, c'est toute proportion gardée, je n'ose pas me mettre au même niveau que tous ces grands héros. Mais il y a quelque chose qui... il y a, il y a quelque chose qui est similaire chez moi. J'ai le même besoin créatif et j'avais lu que Disney, lui, il détestait refaire les mêmes choses. Lui, il avait toujours besoin de vivre une nouvelle aventure. Il avait toujours besoin, il détestait refaire ce qu'il avait déjà fait. Il voulait toujours que l'étape suivante soit que ça grandisse en expansion, que ce soit exponentiel. Et j'ai un peu ça moi j'ai un peu ça dans mon tempérament. Hein, je vous en ai déjà parlé. Et donc je pense que Disney, c'est le compagnon rêvé quand on est dans un acte créatif. D'abord parce qu'il y a la fameuse méthode dont je vous ai parlé l'autre jour, là, le rêveur, le réalisateur, le critique. Ça, c'est vraiment une méthode imparable quand on est en train de créer. Et puis ensuite, parce que Disney, c'est l'ambition créative. Je ne parle pas de l'ambition commerciale ou financière, qu'il avait certainement aussi, hein, c'était un bon gros capitaliste. Mais je pense que le plus important, c'était son ambition créative, son besoin de toujours aller explorer les nouveaux territoires encore vierges. Et c'est ce qui a fait que ces propositions, elles ont à chaque fois été comme des révolutions. Quand il a fait Blanche-Neige, personne n'avait fait un long métrage animé avant lui. Ensuite, il a fait Fantasia, où il mêlait la musique classique avec les dessins animés. Et ensuite, il a fait des films où il mêlait des prises de vue réelles avec du dessin animé, comme dans Mary Poppins. Et puis après, il a fait Disneyland. Et ensuite, il a fait la fameuse cité Epcot, qui était la cité de demain. Donc, vous voyez, ça n'a cessé de croître et embellir. Il ne s'est pas juste contenté de se dire, tiens, bah ça marche. Alors, je vais continuer de faire ça, parce que finalement, ça me rapporte bien. Non, même si j'imagine qu'il devait être très content que ça lui rapporte, il avait envie de continuer à créer et d'aller plus loin et d'aller plus loin et d'aller plus loin. Donc, si vous êtes dans un acte créatif, Disney, c'est un partenaire formidable et vous pouvez vous plonger dans son œuvre et surtout dans son approche créative. Et à mon avis, vous allez faire des merveilles avec un tel partenaire. Alors, ensuite, chez les femmes, nous arrivons à Angélique Marquise des Anges. Alors, je vous ai aussi parlé d'elle dans ma précédente vidéo. Et Angélique, donc Angélique, c'est un personnage qui m'accompagne depuis très longtemps. Et contrairement à Scarlett, dont c'est pas que j'ai fait le tour de Scarlett, mais c'est que les années passant, quand j'étais plus jeune, je ne voyais que la force de Scarlett et elle m'apparaissait comme un personnage fabuleux, comme un personnage complètement admirable. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dû me dessiller les yeux. Et Scarlett m'est apparue autrement. C'était un peu comme Cyrano. Au bout d'un moment, j'ai vu que c'était quand même un peu un tricheur, Cyrano. Scarlett, j'ai mesuré ses failles. Alors que quand j'étais plus jeune, j'avais été complètement aveugle à cette dimension de Scarlett. Je ne la voyais que comme une femme grandiose. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, non, Scarlett, il y a quand même aussi pas mal de ratages chez cette femme. Parce que avec sa poigne, avec sa dureté, avec son âpreté, elle passe quand même complètement à côté de l'homme de ses rêves, surtout qu'elle croit à ses chimères avec un autre Gugus complètement fadouille, et elle passe à côté de l'homme de sa vie qui est Red Butler. Elle passe aussi à côté de l'amie de sa vie qui est Mélanie, qu'elle aura passé tout le bouquin et tout le film à mépriser, et elle ne se rend compte que trop tard que finalement c'était vraiment une amie à sa hauteur et qu'elles auraient pu avoir un lien encore plus fort. Et puis il y a aussi... elle est un peu alcoolique, hein, Scarlett, quand même. Il y a un moment, elle bascule un petit peu dans l'alcoolisme. Et donc, mais ça, vous voyez, quand j'étais plus jeune, j'ai complètement occulté ça. On m'en aurait parlé, je n'avais absolument pas vu, pas perçu tout ça. Pour moi, Scarlett n'était que trop génial.
Et donc, j'ai pris un peu du recul par rapport à Scarlett et j'ai mesuré ses failles. Et pour en revenir à Angélique, le temps passe et avec Angélique, je n'ai absolument pas ce phénomène. Je ne sais pas que Angélique n'a pas de failles, mais c'est que finalement, c'est un personnage qui est tout le temps grand, tout le temps noble. Et pourtant, Dieu sait qu'elle a des passages à vide, Dieu sait elle se prend pas mal d'épreuves quand même dans le citron au fil de la saga, mais c'est un personnage qui reste... elle reste... je sais pas, elle reste belle, noble, pure. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça. En fait, elle reste pure en dépit de tout ce qui lui arrive. Et donc, Angélique, pour moi, elle est vraiment, évidemment, synonyme de beauté, parce que dans le livre, clairement, et puis aussi dans les mises en scène qui ont été faites d'elle, sa beauté physique est très mise en avant. C'est vraiment une beauté presque surnaturelle, une beauté presque de fée. Mais elle a aussi une résilience et une beauté d'âme qui sont peut-être encore plus... Enfin, sa beauté d'âme est peut-être encore plus grande que sa beauté physique. Et donc Angélique, moi, elle m'a aidée à des tas de périodes de ma vie parce que cette saga est tellement gigantesque, elle est tellement complète et on suit tellement Angélique pendant un long temps que finalement c'est comme s'il y avait tous les visages du féminin dans l'histoire d'Angélique. Parce que la saga débute, c'est une jeune adolescente qui ensuite va vivre cet amour prodigieux avec Geoffrey de Perrac. La vie la coupe en deux parce que le destin s'acharne sur eux. Lui, il est brûlé sur un bûcher. Elle se retrouve toute seule avec ses deux gamins sur les bras, complètement miséreuse, démunie à la cour des miracles. Et donc, il faut qu'elle s'en sorte. Et là, elle va... Alors là, vraiment, en termes de résilience, tout pour vraiment se remettre à niveau, regagner des sous, parvenir à retourner à la cour de Versailles, ça c'est prodigieux. Et le nombre de fois où je me suis plongée dans ce tome-là, le tome qui précisément raconte le parcours résilient d'Angélique du moment où elle est miséreuse à la cour des miracles jusqu'au moment où elle revient à Versailles, et tout ce qu'elle a fait pour revenir dans la société, pour remonter tous les échelons de la société. Alors ça, je trouve que c'est une leçon, mais c'est une leçon merveilleuse. Quand on se sent au 36e dessous, Angélique, elle est vraiment qu'elle aide, quelle, quelle aide elle prodigue, quelle inspiration, quelle étoile, vraiment ce personnage-là. Et puis c'est aussi une amoureuse, et c'est aussi une mère, et c'est aussi une voyageuse, et c'est aussi une rebelle qui à un moment va prendre la tête de la révolte du Poitou, quand il y a la guerre contre les protestants. Donc, et c'est aussi une femme sensuelle, donc une amante, enfin vraiment il y a tous les visages du féminin dans Angélique, et à aucun moment ce personnage n'est détestable, bas, petit, mesquin, méprisant. Elle est toujours dans une ligne d'une très grande pureté, d'une très grande noblesse d'âme, d'une très grande intégrité. C'est un personnage complètement éthique, en tout, tout le temps. Ce qui, encore une fois, ça l'empêche pas d'avoir des moments très down et d'avoir des faiblesses humaines, d'avoir des moments d'erreur, des moments d'errance aussi. Mais enfin, c'est vraiment le... Pour moi, c'est la compagne d'une vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue de cheminer avec elle, que je continue de lire et relire les livres très souvent. Et comme c'est une très 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 grande fresque et qu'il y a la saga littéraire comprend 13 ou 14 tomes et que je les connais bien, et ben selon les moments de ma vie, je vais me diriger vers tel tome ou tel autre, c'est-à-dire quand je me sens plutôt très glorieuse, très en maîtrise de mon accomplissement. Alors je vais plutôt aller dans la période où Angélique est à Versailles et que justement elle rayonne à la cour du roi Soleil. Et puis quand c'est plus down, ben, je vais aller plutôt dans le tome où elle est à la cour des miracles. Et puis quand je me sens des envies de nouveaux continents, ben, je vais plutôt aller à tout l'épisode où elle est chez les Barbaresques et puis elle est emmenée... elle est emmenée, je sais plus si c'est le Maroc, je crois bien. Enfin bon, quand elle est dans le harem du sultan. Donc vraiment, Angélique, c'est une compagne d'une vie. Et puis, alors on va rester dans la compagne d'une vie. Donc voici la deuxième blonde que je voulais vous présenter.
Mais je dis la deuxième, en vérité, c'est pas la deuxième. En vérité, c'est la number one. C'est ma number one absolue. C'est la star de ma vie. C'est l'héroïne de ma vie, entre toutes. Et oui, je pense que vous aviez deviné, il s'agit de Brigitte Bardot. Donc Brigitte Bardot, ça c'est vraiment, oui, c'est vraiment la star de ma vie. Et il n'y a pas, c'est vraiment la star de ma vie que j'ai découverte quand j'avais 13 ans. Et, et plus le temps passe, plus je chemine avec elle, je ne m'éloigne jamais bien loin. Quand ça fait un moment que j'ai pas vu de film avec elle, ou que j'ai pas vu son image ou entendu sa voix, elle me manque. Comme si c'était vraiment une amie que je connais dans ma vraie vie, comme si c'était presque un membre de ma famille. Donc elle me manque, donc j'ai besoin de revenir à elle, de revenir à ce soleil, à cette lumière qu'elle représente pour moi. Et, euh, et chez Bardot, c'est un peu comme chez Angélique. D'abord, elles ont en commun la même authenticité, la même intégrité en tout, tout le temps. Vraiment, ça, Bardot, s'il y a un synonyme pour Bardot, au-delà de la beauté quasiment surhumaine, c'est une beauté de déesse, mais au-delà de ça, s'il y a vraiment un mot qu'elle représente, c'est l'authenticité. La capacité à être elle-même, tout le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quels que soient les conflits que ça peut entraîner derrière, c'est une femme qui est toujours authentiquement elle-même. Et déjà, ne serait-ce que pour ça, elle est complètement admirable. Mais en plus, chez elle aussi, il y a de multiples facettes. Il y a évidemment ce côté femme-enfant, et puis il y a quand même aussi la femme un peu dévoreuse d'hommes, donc il y a beaucoup de sensualité, il y a l'aspect de l'amante, et puis aussi la femme très courageuse qui combat. D'ailleurs, ce combat dans lequel elle s'est lancée pour les animaux en 1973, il fallait quand même sacrément des couilles pour se lancer dans quelque chose comme ça. Elle aurait pu se dire, bon bah moi maintenant j'arrête ma carrière, je vais être tranquille, je me mets à la madrague et puis c'est marre. Et non, elle s'est lancée dans un combat qu'elle a mené sans relâche depuis. Donc c'est vraiment, pour moi c'est une inspiration formidable et je pense que euh, les gens qui n'admirent pas Brigitte Bardot sont des gens qui ne connaissent pas Brigitte Bardot. Parce que dès qu'on la connaît, dès qu'on commence à vraiment étudier sa vie, étudier sa personnalité, étudier ses propos, mais attention, pas juste la surface des propos qui parfois est assez outrancière. Non, d'aller vraiment dans le fond de la personnalité de cette femme-là, on ne peut que l'admirer. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des zones d'ombre, qu'il puisse y avoir des sujets qu'on trouve moins glorieux que d'autres ou sur lesquels on ne sera pas d'accord avec elle, mais ça n'empêche pas que cette femme-là, quand on apprend à la connaître, on ne peut que l'adorer. Et puis enfin, mon héros suprême, chez les hommes, mon héros suprême dont je vous ai déjà parlé, c'est Jacques Brel. Alors, Brel, c'est... Bon, vraiment, Bardot et Brel, c'est les deux plus importants. C'est les deux plus importants. Mais Brel, ça, vraiment, je peux le dire, si... Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit. Si il n'y a pas Brel à un moment dans ma vie ne prend pas le chemin qu'elle a pris. Si à un moment je ne rencontre pas cet artiste, si je ne me frotte pas à ce bonhomme-là, je ne deviens pas la personne que je suis. Parce que j'avais 15 ans et j'étais en vacances chez un grand-oncle. Et à un moment, je sais plus, il y avait une vidéo sur Brel. Bon, je connaissais, j'avais déjà entendu des chansons chez mes parents, mais je connaissais pas tellement l'homme derrière les chansons. Et donc, j'ai regardé une vidéo, c'était des émissions dans lesquelles il y avait une très grande... enfin, il y avait beaucoup d'interviews de Brel. Et donc, il parlait évidemment de sa conception de la vie, de ses grands coups de cœur littéraires. Il parlait énormément de Don Quichotte, qui a été, lui, son héros à lui. Et là, tout ce que dit cet homme, ça m'ouvre des horizons insoupçonnés. Moi qui suis, je vous le dis, quand j'ai 15 ans, je suis très complexée, je suis mal dans ma peau, j'ai des kilos en trop, je manque de confiance en moi, j'ai l'impression que je suis complètement décalée dans un monde que je ne comprends pas. Et tout d'un coup, j'ai cet homme, c'est une étoile du berger, et il me dit des choses qui vibrent à l'intérieur de moi, dont je me sens proche, et ça change tout. Ça change tout parce que cet homme-là, c'est une invitation
incarner, c'est une invitation à l'aventure, c'est une invitation à la quête. D'ailleurs, il en a fait une chanson. C'est une invitation à ne pas se reposer sur ses lauriers, à être toujours un chevalier noble qui va dans le monde pour répandre de la lumière, pour répandre de la beauté. Et c'est marrant parce que mon meilleur ami, il me dit tout le temps, mais moi je vois pas ça du tout chez Brel. Moi, pour moi, Brel, c'est très déprimant. Quand j'écoute ses chansons, je trouve ça glauque, c'est triste. C'est pas entièrement faux, effectivement. Je pense que les chansons de Brel, elles ont, elles ont un peu quelque chose de peut-être un peu râpeux, un peu rugueux, un peu tristouné même parfois. Mais il n'y a pas ça chez l'homme. Quand on entend parler cet homme, et il y a plein d'interviews sur YouTube, hein, allez-y vraiment, mais je trouve qu'il vous redonne il vous met là dans les tripes, là dans le ventre, il vous fout une énergie, une patate. Moi, à chaque fois que je l'écoute, quand ça commence un peu à mollir, je me remets une piqûre de Brel dans la veine et j'écoute 1 heure ou 2 d'interview de lui et à chaque fois ça me remet sur mon cheval et ça me redonne envie d'aller manger le monde parce que c'est ça qui est formidable chez cet homme-là, c'est cette soif, cette faim inextinguible d'aller d'aller bouffer le monde. Voilà, je crois que c'était ma vidéo la plus longue. Bon. Alors, mais c'était très important, j'avais envie de partager ça avec vous. Aujourd'hui, c'est comme ça que c'est venu. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Bon, et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, quels sont les héros de votre vie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Vous savez que ça fait marcher les petits algorithmes et puis moi, ça me donne de la visibilité, donc ça m'aide énormément. Je vous embrasse et puis à demain.